Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre émission La pensée et les hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Dans l'état actuel de la situation géopolitique, nous observons une opposition entre le monde arabe et le monde occidental. C'est à ce sujet que nous allons réfléchir au cours de notre émission d'aujourd'hui. Cette réflexion nous est invitée par la publication d'un livre du professeur Imad Safar. Vous avez publié aux éditions EME un ouvrage intitulé « La spirale euro-arabe ». En réalité, il s'agit d'un travail de doctorat, d'une thèse de doctorat, et j'ai profité de l'occasion pour inviter votre directeur de thèse, en la personne du professeur Baudouin de Charneux, qui connaît bien votre ouvrage et qui pourra peut-être nous donner un certain éclairage. Je rappelle que le professeur de Charneux enseigne à l'Université libre de Bruxelles et est membre de l'Académie royale de Belgique. Professeur Safar, vous citez dans votre livre une déclaration importante du président Bush qui, je crois, date de février 2004 et qui met le doigt sur la situation des relations entre le monde arabe et l'Occident. Est-ce que vous pourriez nous rappeler cette citation du président Bush? C'est justement l'une des pistes explorées dans mon ouvrage, à savoir décrypter la politique américaine au Moyen-Orient durant ces 10 dernières années. En fait, la colère du monde arabe attendait un événement majeur pour s'exprimer. La politique américaine s'est proposée de la lui fournir en 2004 avec ce discours, avant de s'en servir pour supprimer certains régimes arabes et restructurer le paysage politique arabe en fonction de la donne géostratégique du moment. Rappelons-nous, c'est en 2004, George Bush vient d'être élu, c'est un an après l'invasion de l'Irak, et George Bush annonce des changements radicaux dans sa politique étrangère au Moyen-Orient. Et un passage m'a particulièrement interpellé dans son discours. Il annonçait une rupture totale avec sa précédente idéologie donc, de guerre et d'invasion de l'année précédente en Irak. Tant que cette région sera en proie à la tyrannie, au désespoir et à la colère, elle engendrera des hommes et des mouvements qui menacent la sécurité des Américains et de leurs alliés. Nous soutenons les progrès démocratiques pour une raison purement pratique. La démocratie ne soutient pas le terrorisme et ne menace pas le monde avec des armes de destruction massive. Que veut dire ce passage, justement? Oui. Eh bien, la rupture totale, premièrement, avec la logique de guerre précédemment adoptée par Bush en Irak. Une guerre coûteuse, peu populaire, et l'idée sous-jacente est de laisser, de déléguer aux peuples arabes la tâche de renverser leurs propres dirigeants. C'est pratique. Le deuxième aspect de ce passage est qu'il s'agit de favoriser la montée au pouvoir de régimes démocratiquement élus, donc soutenus par l'Occident, et qui peuvent mener à bien la politique du monde arabe sans la moindre anicroche. Mais que trouve-t-on dans l'espace politique arabe il y a 10 ans déjà? Eh bien, grosso modo, des religieux, et surtout des ultra-religieux. Et Bush n'était pas sans le savoir. Donc Bush, selon moi, projetait de soustraire les pouvoirs arabes des régimes autocratiques et de les redistribuer au peuple. D'autant plus que des régimes ultra-religieux à la tête de pays amis, ça s'est déjà vu, c'est même très courant. J'ai 4 exemples qui me viennent immédiatement en tête. L'Arabie Saoudite, bien sûr, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie d'Erdogan, aujourd'hui la Tunisie et l'Égypte, ce qui confirme mon hypothèse de 2004. George Bush avait réellement l'intention de restructurer le paysage politique arabe, de remodeler le grand Moyen-Orient, afin d'entreposer des régimes islamistes amis des États-Unis. Mais est-ce que régime islamiste, c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui quand on voit la situation de la Tunisie, de l'Égypte, etc. Est-ce que régime islamiste, ça signifie démocratie? Eh bien oui. Regardez le régime de Erdogan. C'est un régime islamiste.
Et pourtant, Dieu sait s'il est accepté par l'Occident et qu'il est démocratique. Oui, mais la Turquie est un pays Eh bien, un peu... prenez l'Égypte, la Tunisie actuelle. Ils ont été élus démocratiquement. Ce sont des régimes islamistes bien connus, la Nahda de Turquie et les Frères musulmans d'Égypte. Et pourtant, on a vu à la suite des affaires liées à ce film représentant Mahomet dans une situation peu confortable, les réactions terribles, très violentes du peuple égyptien, du peuple tunisien, et ce pouvoir installé maintenant et qui a la liberté démocratique de s'exprimer, ce pouvoir réprimer ces croyants musulmans qui ont protesté très violemment contre ce film un peu stupide. Exactement. Eh bien, les Frères musulmans en Égypte, c'est un pouvoir qui n'a pas protesté contre ce film et il a à peine égratigné les salafistes qui ont carrément mis l'assaut contre l'ambassade des États-Unis. Donc, les partis islamistes au pouvoir dans le monde arabe ne sont plus les mêmes islamistes qui étaient dans l'opposition. Ils sont devenus conformes à la démocratie, au monde libre, donc acceptés. Et j'ajouterais que cette vision de George Bush en 2004 s'est matérialisée en 2005 lorsqu'il a incité Moubarak, le président Moubarak, à ouvrir son pays à la démocratie. Ce qui a permis aux frères musulmans, mouvance qui est d'ailleurs très présente en Syrie et en Jordanie, d'opérer sa première percée de l'histoire au Parlement égyptien. Et en 2009, alors que Obama avait repris les axes de la politique de Bush, il y a eu des tricheries de Moubarak, du régime Moubarak aux législatives. Obama a exprimé son mécontentement et comme par hasard, 2 ans plus tard, Moubarak disparaît de la circulation. Ce qui prouve que les frères musulmans étaient déjà préparés à accéder au pouvoir déjà en 2004. Alors vous n'êtes pas Madame Soleil, professeur Safar, mais nous connaissons la situation terrible, éprouvante de la Syrie d'aujourd'hui. Vous êtes vous-même d'origine syrienne. Comment voyez-vous les choses? Je ne vous demande pas de tirer nécessairement des projets sur l'avenir, mais vous qui connaissez bien la structure, et nous voyons bien que le régime en place est une dictature, donc ne peut pas plaire aux Américains. Comment voyez-vous certaines possibilités d'évolution de la situation? Eh bien, selon moi, le régime syrien n'a jamais été menacé par l'Occident. D'autant que s'attaquer à la Syrie, c'est s'attaquer à l'Iran. Donc, on ne fait pas de guerre. Personne n'a l'intention de s'attaquer à l'Iran, que ce soit Israël Sauf ou les Israéliens. Il y a un ministre israélien qui a dit, s'ils attaquent, on va leur mettre une raclée. Oui, mais seulement le problème, c'est qu'on parle beaucoup, mais on n'agit pas. Est-ce que lorsqu'on a attaqué les centrales nucléaires d'Irak, est-ce qu'on avait prévenu 3 mois à l'avance? Non, on a attaqué, point barre. En prévenant quelques mois à l'avance, on se dit, tout ça, c'est de la vaste blague. On essaye de faire peur, on essaye de modifier la politique américaine en vociférant, en criant, mais en fait, finalement, on n'a rien. Et en Syrie, c'est la même chose. Le régime syrien n'a jamais été réellement menacé, car tout simplement, on a peur de l'Iran, et non pas de la Russie, non pas du veto russe. Parce que les Américains n'ont jamais demandé l'avis des Nations Unies pour attaquer l'Irak ou la Yougoslavie. Les Russes n'ont jamais pas fait non plus pour attaquer la Géorgie. Ce qui prouve que les grandes puissances font ce qu'elles veulent, quand elles veulent, si elles le peuvent. Parce qu'actuellement, les Américains ne peuvent pas attaquer la Syrie. Je vais donner la parole au professeur de Charnay pour une dernière question, mais la question sera courte et la réponse doit être extrêmement courte. Moi, simplement, je trouve que l'intérêt du travail en question, c'est de reposer le débat à un endroit où on ne veut pas le voir aujourd'hui, à savoir le politique, et non pas s'obnubiler sur le religieux. Le géopolitique, pour être... Le géopolitique, oui, et non pas sur le religieux, comme on a tendance aujourd'hui à le faire systématiquement, comme s'il y avait des grands heurts entre des religions qui auraient des théories théologiques très différentes, etc. Je ne crois pas que c'est là que ça se passe véritablement aujourd'hui. Et là, je pense que ce travail a le mérite de recentrer le débat au bon endroit et de bien mettre en lumière aussi l'instrumentalisation politique du religieux. Je dois malheureusement mettre fin à notre dialogue. Je vous remercie, professeur Imad Safar, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je remercie aussi professeur Baudouin de Charneux. Je rappelle que vous avez publié aux éditions EME un ouvrage extrêmement intéressant, extrêmement éclairant,
intitulé La spirale euro-arabe. Merci messieurs pour votre présence à notre émission de ce soir. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.